Donc bonjour tout le monde, bienvenue donc sur ce nouveau webinaire qui vous permet de présenter quelques petits aspects de l'école Grasscode Reloaded qu'on va avoir en juillet, du 1er au 12 juillet 2024. Donc là l'idée c'est d'avoir des webinaires, un webinaire par semaine, donc le jeudi à 10 heures pour présenter un des cours, une des choses qu'on va aborder pendant l'école. Donc là c'est la précision, la semaine dernière c'était l'architecture CPU. La semaine prochaine, ça sera plutôt le profilage mémoire. Enfin voilà, on a vraiment tout un programme là-dessus. Donc là, c'est le tour de la précision en virgule flottante. J'en profite aussi, comme c'est une école un petit peu spéciale, donc je vous renvoie au premier webinaire qu'on a fait pour présenter toute l'école, parce que je vais pas prendre trop de temps pour ça. Mais l'idée, c'est d'avoir des sites satellites qui rediffuseront en direct les cours qu'on fera à Annecy. Donc, typiquement dans toute la France et même au-delà, enfin dans toute la francophonie, ça serait une école francophone. Et donc, si vous voulez être site satellite et que vous pouvez proposer du calcul, typiquement, la technologie qu'on utilise, c'est celle qui a été présentée par Aurélien dans le webinaire d'hier, donc qui sera prochainement disponible sur le site du webcast. Globalement, ça va être des images Docker avec soit un Docker Swarm, soit un Kubernetes avec un Nginx potentiellement dessus. Donc voilà, c'est des termes un peu techniques, mais typiquement, si vous voulez être satellite, vous pouvez nous contacter. Et comme ça, quand on commencera les vraies inscriptions, donc typiquement le 1er avril, les participants pourront choisir dans quel site satellite ils seront, ce genre de choses. Et je redis que l'école sera gratuite, hein. Donc, la formation en elle-même est gratuite. Après, bon, il y a peut-être du logement et des choses comme ça, mais la formation en elle-même sera gratuite. Et sur ce, parce que j'ai beaucoup parlé, je laisse la parole à Vincent et je vous souhaite un bon webinaire. Merci. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de précision en virgule flottante parce que, comme ça a été suggéré la semaine dernière par Adrien et par Pierre, euh, c'est bien beau de calculer vite, encore faut-il qu'on ne soit pas en train de calculer des choses fausses. Donc, le monde flottant, c'est l'expression que les Japonais utilisent pour décrire leurs estampes. Une estampe japonaise, c'est une image du monde flottant. Et c'est un peu la partie la plus poétique de cet exposé parce que, comme vous le verrez après, il y aura quand même pas mal de sueur, de sang et de larmes. Euh, alors, les nombres, on les connaît bien, euh, les réels, bien alignés sur leur droite, les nombres algébriques qui résolvent tous nos polynômes, les nombres constructibles à la règle et au compas, les rationnels, qui sont tellement simples, et les décimaux avec lesquels on paye, on est payé, on note, on mesure, on fait tout. Les décimaux, c'est les nombres à tout faire de notre vie au quotidien, ceux qu'on connaît vraiment le mieux. Et puis, il y a les nombres binaires. Ceux-là, on les connaît moins bien qu'on croit, surtout dès qu'on sort des entiers, parce qu'il y a des binaires qui ne sont pas entiers. Et c'est ceux qu'on va voir. Et puis, on va voir leur partie finie, les nombres flottants. Et généralement, à ces nombres flottants sont associés des types que tous les langages qualifient de type primitif. Float, double, long double. Bon, alors, quad et half, ils n'ont pas encore obtenu leur lettre de noblesse, mais ils existent sous la forme de real kind égale 16, et sur les compilateurs NVIDIA, real kind égale 2 pour les half. Et je vais vous présenter aujourd'hui surtout des calculs qui ne se passent pas comme prévu, et on dissertera autour du pourquoi et du comment ils ne se passent pas comme prévu. On parlera d'erreurs d'arrondi, d'erreurs de conversion, tout petit peu de propagation d'erreurs et de composition d'erreurs. On va dire que les deux termes se valent. Et puis, on verra des solutions d'autodéfense. Vers la fin, on abordera un peu en quoi les réflexes de
calcul des sciences dures, l'analyse dimensionnelle nous permet de faire de la réduction d'entropie des formules. Et puis on verra aussi un petit peu pourquoi les calculs de géométrie qui nous concernent dès qu'on a un détecteur ou une source quelque part, pourquoi ces calculs sont compliqués. Alors, je parlais de sang, de sueur et de larmes, on rentre dans le dur. Les erreurs à virgule flottante, ça n'est pas juste quelque chose qu'on époussette de son épaule. Euh, 1991, des missiles Patriot qui étaient programmés avec des flottants sur 24 bits, des simples précisions, mesurer le temps avec les flottants. C'est une mauvaise idée. Bilan, une erreur de 600 mètres sur l'interception d'un Scud, 28 morts et une centaine de blessés. 10 ans avant, à la bourse de Vancouver, ils ont fait des calculs financiers avec des flottants. C'est une mauvaise idée aussi. L'erreur s'est accumulée pendant 2 ans sur la valeur d'un indice boursier. Au bout de 2 ans, ce qui était affiché était pratiquement la moitié de la valeur réelle. Donc vous imaginez le coût pour tous les boursicoteurs. Et pourtant, c'est un sujet vieux comme le monde. Alors, le papier à lire, vous avez les liens. C'est What Every Computer Scientist Should Know About Floating Point Arithmetic. Et ça date pas d'hier, ça date de 91. Euh, la phrase d'exergue, c'est l'arithmétique à virgule flottante est considérée comme un sujet ésotérique par de nombreuses personnes. J'espère que en sortant de ce séminaire, vous aurez cette impression-là. Mais bon, rentrons dans le dur. Le calcul, il s'agit de représenter les choses et de les représenter en mémoire. Et si on utilise la notation scientifique, qui a l'air bien pour faire des mesures et des calculs, on a un significand fois une base à la puissance d'un exposant, le significand et l'exposant étant des entiers. Ou pour le significand, on pourrait prendre un réel, un décimal, un binaire. On peut normer cette forme générale parce que vous avez peut-être des souvenirs de notation scientifique versus notation ingénieur, suivant que les ingénieurs vont parler en kilo, méga, giga, terapeuta, et les scientifiques s'octroient tout ce qui ne tombe pas juste dans une division par 3 de l'exposant. Donc la forme standard, c'est mantis fois base à la puissance exposant, où la mantis est compris entre 1 et la base. Et donc, en base 2, c'est assez avantageux parce que cette représentation fait que le chiffre le plus significatif est toujours 1. Et comme il est toujours 1, on peut ne pas le stocker et on a gagné un bit en mémoire. Donc, pour des nombres de simple précision, on a un bit de signe, 8 bits d'exposant et 23 bits stockés de mantis, plus un 24e bit caché qui est toujours un 1. Bon, on reviendra sur le toujours. Pareil, vous avez les formats de double précision et de double précision étendue. Alors celui-là est moins connu, mais depuis 35 ans, nous payons tous Intel pour que ces CPU nous fournissent ces 3 décimales de plus et c'est pratiquement 11 bits de mantis supplémentaires. Et c'est malheureux, mais peu de gens s'en servent. Bon. C'est vrai que depuis 15 ans, comme ce type-là n'est pas vectorisé, c'est un compromis qu'il faut faire, mais c'est quand même des nombres à virgule flottante ancrés dans le silicium, et donc ça va vite, et c'est quand même une solution plus avantageuse que de faire de l'émulation comme les quadruples. Et puis les petits derniers, c'est les FP16, et bon, je vous épargne les BrainFloat 16 de Google, qui sont intéressants aussi, mais ça va pas être leur journée. Dans les registres du processeur, en fait, en plus de ces bits de représentation et de stockage, vous avez 3 bits de plus pour le calcul, comme quand à l'école primaire, on calculait un peu plus de chiffres avant de faire l'arrondi. Bah, ça sert exactement à ça. Donc, on s'octroie 3 bits de plus pour faire l'arrondi.
Celui qui est immédiatement après le moins significatif de stockage, c'est le bit de garde, puis le bit d'arrondi et le sticky bit. Et donc, ça donne quoi en pratique? Donc, pour un flottant normé, vous avez -1 à la puissance le bit de signe, fois 2 à la puissance l'exposant -127. Donc, il y a un décalage qui est intégré dans cet entier sur 8 bits, l'exposant, multiplié par 1 plus la mantis, avec cette mantis-là, enfin ce grand M, qui fait une mantis de 1 plus M, eh ben, le grand M est compris entre 0 et 1, 1 étant exclu. Donc, par exemple, la représentation de 1, c'est 2 à la puissance 0 fois 1 plus 0. Et donc, vous le voyez en première ligne, vous avez 127, donc grand E moins 127, ça fait 0. 2 à la puissance 0, ça fait 1. Et 1 plus 0, ça fait 1. Donc, le 1 qui est en tête des parenthèses, c'est le bit de normalisation caché. Ben, 2, c'est pas difficile. On ajoute 1 à l'exposant. 3, bah, c'est 2 fois 1 plus 1 demi. Et donc, le premier bit, le bit le plus significatif de grand M s'allume. 3,5, eh ben, c'est 2 à la puissance 1 fois 1 plus 1 demi plus un quart. Donc, on allume le bit suivant dans M. Et donc, 3,75. Pareil, on ajoute encore un bit supplémentaire pour représenter un huitième multiplié par 2, qui fait le quart manquant par rapport au précédent. Bon, pour -1, on allume le bit de signe tout là-haut, puis pour 1,5, on passe en exposant négatif, enfin, en l'occurrence, ça va être 126, grand E égale 126, ça fait 126 moins 127, 2 puissance -1. Et là, on va commencer à rencontrer un premier problème. Si on veut représenter 0,2, le prix du carambar, c'est une constante universelle, hein, eh ben, on est obligé de faire une sommation infinie de puissance de 16. Et donc, on a un motif qui se répète, exactement comme quand on, on a un tiers qui se répète avec un 3, un motif de 3 à l'infini. Sauf que on a des flottants et donc on n'a qu'une taille finie et on est obligé d'arrondir le dernier. Donc au lieu d'avoir 1, 1, 0, 1, 0 à l'infini, on finit par un 1, 1, 1. Bah, vu qu'on parle d'un tiers, on peut aussi le représenter. Et puis lui aussi, il présente le problème. 3 n'est pas une puissance de 2, donc ça va pas tomber juste en base 2. Bon, bah, si on a fait les rationnels et qu'ils ne tombent pas juste, ben, on va aussi faire un irrationnel, racine de 2. Bon, voilà. Puis, là aussi, c'est commence à en avoir dans tous les sens. Et pour 0, vous allez me dire, cette représentation multiplicative ne s'y prête pas. Et donc, il y a une représentation conventionnelle qui est que des zéros. Tous les bits à 0, ça ne veut pas dire la représentation standard des normés. Et on peut lui adjoindre son pendant qui est 0 négatif, qui est une représentation spéciale aussi avec le bit de signe qui a changé en tout et pour tout. Et quand on essaie de représenter le flottant le plus grand, donc en simple précision 3,4 10 puissance 38, voilà, on sature tous les champs, hein, sauf le dernier bit de l'exposant qui, lui, sert à des représentations spéciales. Alors, en fait, quand vous passez de la représentation du plus grand float à la représentation immédiatement après par addition de 1, vous obtenez évidemment plus l'infini. Ensuite, dès que vous avez un 1 au sommet de la mantis dans la configuration 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, vous avez des not a number. Donc, la représentation en float d'une opération qui n'a pas pu avoir de sens. Et en fait, il y a deux types de NaN, le quiet NaN et le signaling NaN, qui sont des représentations spéciales. Le quiet NaN est tranquillement propagé aux calculs suivants, qui vont généralement
continuer à donner du quiet NaN, alors que le signaling NaN cause l'arrêt du processus. Et c'est un moyen de débugger un peu sauvage, mais c'est intéressant, ça peut être utilisé. À l'autre bout de l'échelle, vous avez le plus petit float positif, hein, qui est 1,7 10 puissance moins 38. Mais en fait, c'est le plus petit flottant positif normé ou normal. Et donc, si vous lui retirez juste 1, eh ben, enfin, à sa représentation binaire, vous obtenez le plus grand positif flottant des normales, qui est aussi 1,7 10 puissance moins 38, juste un peu en dessous, et qui peut descendre jusqu'au plus petit positif des normales, 1,4 10 puissance moins 45. Donc, on va en parler vers la fin. On verra à quoi ils servent et pourquoi il faut mieux éviter de s'en servir. Et ces flottants, vous les avez probablement jamais affichés comme ça, mais donc tous les langages vous permettent d'accéder à ces détails sordides de représentation. En C, c'est avec le spécificateur %A. Ça vous donne que 1, c'est 0x1 fois 2 à la puissance 0, que 2, c'est 0x1 fois 2 à la puissance 1, et que 3, c'est 1 plus 8 16e fois 2 à la puissance 1. Et voilà, après, vous pouvez représenter pi. En C++, vous avez des manipulateurs d'IO qui vous permettent de faire la même chose avec une notation assez élégante. Fortran n'est pas en reste, mais c'est une solution un petit peu plus artisanale et qui vous sépare pas signe, exposant et mantis. Et même Python permet de le faire. Et au passage, on remarque que pour Python, un float, c'est un double précision. Et donc, ces objets qu'on qualifie de type primitif, en fait, c'est des structures à trois composantes. Ce sont des objets et ils doivent avoir droit, comme tous les objets qui se respectent, à leur classe. Vu qu'on peut voir les détails sordides, eh ben, on va avoir des accesseurs. Alors, FREXP, LDEXP, ScaleBN, NextF. Alors, on peut travailler directement sur les membres de l'objet et tous les langages ont normé ça avec des petites spécificités. Et malheureusement, l'API de C, C++, à cause de son FREXP et LDEXP qui permettent de récupérer fractions, fractions c'est pour mantis et exposant, ou LDEXP qui sont des setters. euh, Comme ils prennent deux paramètres, ça se vectorise pas bien. Donc, pourquoi je qualifie cette abstraction de fuyarde? Parce que finalement, c'est un des objets qu'on utilise le mieux. On l'utilise sans passer par ses accesseurs. Euh, mm, mais on peut avoir besoin de manipuler le bas niveau, notamment si on désigne ses propres fonctions mathématiques. Et j'en parlerai pas aujourd'hui, mais on a fait ça dans le cadre d'une construction de racines cubiques un petit peu précise et rapide. Mais bon, alors, les premiers problèmes de nombres à virgule flottante auxquels on est confronté en général, c'est quand on essaie de faire des calculs décimaux assez simples, 0,1 plus 0,2 est-il égal à 0,3? Donc, on va afficher la somme sigma et la différence entre les deux membres delta. Et suivant le type de flottant qu'on a, on se rend compte que A, B et C, en fait, sont des approximations de ce qu'on voulait faire parce que 0,2, 0,1 et 0,3 ne tombent pas juste en binaire. Et parfois, en float, simple précision, on a de la chance, c'est-à-dire la représentation fausse de 0,1 plus la représentation fausse de 0,2 donne une représentation fausse de 0,3
mais qui est celle qu'on obtient par conversion de 0,3, donc delta égale 0. Alors pour la double précision, bah, on devrait être plus précis, mais en fait, c'est pire parce qu'on a toujours des représentations fausses, mais qui ne tombent pas juste. En plus, la somme des représentations fausses n'est pas la représentation fausse de la somme. Si vous prenez des longs doubles, là, c'est toujours faux, mais c'est moins faux et ça tombe juste. Et tout ça, ça vient du fait que les décimaux, comme 0,1, 0,2 et 0,3, ne sont pas tous des binaires. Certains décimaux ne le sont pas. En l'occurrence, tout ce qui est divisé par 5 ou une puissance de 5 ou n'importe quel autre nombre premier que 2 ou une puissance de 2. Et par suite, la conversion binaire nécessite un arrondi. Et dans le cas de 0,2, ça se passe au niveau de 3 milliardièmes en différence absolue. Bon, si on avait fait ça avec des entiers, on n'aurait pas de problème. Oui, surtout parmi les choses à ne pas retirer de ce webinaire, c'est que pour l'ordinateur, 1 plus 2 égale 3, hein. Les entiers, ça marche. Il y a des problèmes avec les entiers, mais c'est surtout que 0,1 plus 0,2 n'est pas égal à 0,3. Alors, qu'est-ce qu'on espérait? Ben, voilà, les décimaux avec lesquels on a l'habitude de travailler depuis tout petit et les binaires. Mais vous voyez, d'après la définition ici, que au lieu d'avoir des entiers divisés par une puissance de 10, vous avez des entiers divisés par une puissance de 2 pour les binaires. Ben, ils ont toutes les bonnes propriétés mathématiques. Alors, comme pour les calculs financiers, on utilise plutôt des décimaux et que les binaires ne permettent pas tous de les représenter, ne faites pas de calculs financiers en float, confère la bourse de Vancouver. La clôture, la somme de deux binaires est un binaire, le produit de deux binaires est un binaire, ça commute, c'est associatif, c'est distributif, il y a un ordre total, et topologiquement, les binaires, même en étant un minable sous-ensemble des rationnels, sont quand même denses dans R, donc avec des binaires, on peut être arbitrairement proche d'un réel. Mais ce avec quoi on travaille, ce ne sont même pas les binaires, ce sont, grand F, les flottants. Et là, il y a toute une série de sous-ensembles de flottants suivant le nombre de bits de mantis et d'exposants qu'on utilise. Mais on va prendre le flottant générique. Donc, l'addition de deux flottants, généralement, ne va pas tomber juste sur un flottant représentable avec un nombre fini de bits. Et donc, on perd la clôture de l'addition, on perd la clôture de la multiplication. Et puis, pour représenter les débordements avec plus ou moins l'infini, les underflows, les opérations qu'on n'a pas su effectuer et le zéro moins, on a un F bar qui est assez différent des ensembles avec lesquels on a travaillé en mathématiques. On a toujours la commutativité, ça s'arrose parce que bon, on perd l'associativité et c'est un problème quand on essaie de paralléliser les opérations et donc de faire des opérations dans le désordre ou dans un ordre différent. On perd la distributivité et à cause des nan, on perd l'ordre total, mais on garde les bonnes propriétés de la relation d'ordre. En termes de topologie, ben, F, c'est un ensemble fini, et donc il est dense nulle part. Donc là, on a perdu un très très gros morceau. Donc, on va être obligé de faire des arrondis après chaque opération. Et un arrondi, en fait, c'est que pour un nombre x rond mathématique qu'on a éventuellement calculé avec quelques bits supplémentaires par des astuces, on va tomber entre deux nombres représentables de notre système flottant, respectivement x droit moins et x droit plus. Et donc j'ai pris ces deux nombres-là qui sont les deux nombres représentables immédiatement voisins l'un de l'autre. Et donc ils ont une médiane m et notre x tombe généralement d'un côté ou de l'autre de cette médiane. Donc
ça nous dit que l'erreur de représentation, dans ce cas-là, en prenant x plus, est inférieure à une demi-unit in the last place. Donc, c'est le Graal. Essayez d'arrondir tous nos calculs à une demi-unité dans le dernier bit. Et cet arrondi correct, pour pouvoir le faire, il faut qu'on fasse nos calculs avec au moins 2 bits supplémentaires au-delà de la précision. C'est pour ça que la FPU dispose d'un bit de garde, d'un bit d'arrondi et d'un sticky bit. Mais ça marche pour l'arithmétique, mais vous verrez que on peut avoir encore pire quand on essaie de faire des fonctions transcendantes. Donc, ça nous donne trois types d'arrondis. L'arrondi correct, c'est quand on tombe à moins d'une demi-ULP. L'arrondi fidèle, c'est quand on est à moins d'une ULP. Et la plupart du temps, c'est l'arrondi à la louche. Et cette opération qui procède par seuil est donc non linéaire. Par contre, elle est complètement déterministe. Il n'y a pas de hasard qui se fait au niveau de l'arrondi. Bon, Excuse-moi, oui. Vincent, c'est juste qu'il y a une question dans le chat que j'avais pas Ah, vue. pardon. De la part d'Adrien Grasland qui demande si les compilateurs traitent-ils le signaling NaN comme une barrière pour les optimisations qui modifient l'ordre des calculs. J'avais pas vu la question. Oui. Parce que Alors, sinon, en fait, quand on veut les utiliser pour débugger, bah, ça risque de pas trapper au bon endroit et du coup, le contenu des variables et des registres de la CPU va pas être celui qu'on attend, en fait. oui, si on est à granularité très fine, ça pose problème. Bon, quand on fait du débugage pour savoir à quel moment l'erreur sur un monothread a eu lieu, c'est pas trop mal. En gros, on Mais saura pas forcément effectivement, à quelle ligne, mais on saura dans quelle fonction et dans quel book, quoi. voilà. Donc l'arrondi, bah, comme une conversion en binaire repose sur un arrondi, eh ben, on a le problème, quelle que soit la précision que vous utilisez. 25,4, ça va pas tomber juste en binaire. Vous repoussez le problème, plus vous avez de précision. Par contre, tout binaire est un décimal, une inclusion stricte, et pourtant, la conversion d'un binaire, alors, typiquement issu d'un calcul, on le convertit pour affichage ou stockage, bah, elle ne se fait pas vers le décimal exact qui correspond à ce binaire, parce que ça requerrait trop de chiffres décimaux qui ne seraient pas significatifs. Si j'imagine qu'on a, oh, ça doit être des FP8, hein, avec 3 bits de Mantis, et qu'on représente un huitième, 0,001, en base 2, il correspond à 0,125 en base 10. Mais si votre résolution c'est de un huitième, hein, le 0,025 supplémentaire de la base 10, enfin les deuxième et troisième chiffres de la base 10, ils sont pas représentables dans votre résolution initiale de un huitième. Euh, donc en fait, quand vous allez l'afficher, autant afficher 0,1. Alors avec des résolutions aussi faibles, ça choque. Mais faut se dire que c'est ce qui se passe. Le protocole de choix à quel niveau faut-il tronquer, il convertit vers le décimal qui soit à moins de epsilon machine et qui ait le moins de chiffres dans sa représentation décimale. Il y a ces deux critères. Donc, même la conversion en décimale repose sur un arrondi. Donc, évitons les cycles de conversion binaire vers décimale et décimale vers binaire. Alors, si on n'a vraiment pas le droit à l'erreur de conversion de la base 10, par exemple pour des calculs financiers, eh ben, utilisez les types flottants décimaux, underscore décimal 32, underscore décimal 64, underscore décimal 128. Alors, ils existent à partir de C23, donc maintenant. Ça fait 10 ou 15 ans qu'on en parle. Il y a des bibliothèques qui avaient commencé à pointer le bout de leur nez, mais franchement, on est encore loin de compte. Bah, sinon, il y a une autre solution. Vous pourrez programmer en SQL ou en COBOL. Bon, on vous garantit pas du HPC, mais
ça sera précis. Et sinon, l'autre idée, c'est de changer d'échelle. C'est-à-dire, si vous faites des calculs financiers, comptez en centimes, et vos centimes, c'est des entiers. Alors, avec les taux de conversion, les taux d'intérêt, vous aurez quand même des problèmes de tronquage, mais vous n'aurez pas les problèmes d'accumulation de fractions de centimes qui posent tous ces problèmes. Et en fait, cette dernière option de changement d'échelle, hein, c'est ce qu'on appelle généralement la virgule fixe. Mais on continue en virgule flottante. Alors, ok, là on tapait sur des nombres de l'école primaire, mais pi, on ne peut pas le représenter. Donc ça va nous poser un problème pour certaines lignes trigonométriques, hein. Sinus de 0, l'ordinateur ne se trompe pas, il nous donne bien 0. Mais quand on lui demande d'afficher sinus pi, alors le résultat exact, ça serait 0, mais en FP32, c'est -8, 10, -8, hein. En FP64, c'est 10, -16. En FP16, c'est 9,6, 10, -4. C'est, c'est pas terrible. Bon, alors, je les ai appelés FP16 étoiles parce que j'ai été obligé de gruger. Les bibliothèques FP16 que j'ai vues pour l'instant, notamment avec le compilateur NVIDIA en Fortran, font bien tout ce qui est arithmétique en FP16, mais les fonctions même aussi basiques que le sinus n'ont pas été encore portées dans cette bibliothèque. Donc, il y a eu le calcul de conversion de pi en FP16 qui a été fait avec la bibliothèque, puis ça a été casté vers un float 32 pour passer dans un sinus float 32, et le retour a été à nouveau casté dans le FP16. Bon, moralement, vous verrez que on retombe sur nos pattes comme si le sinus avait été calculé directement en FP16, dans ce cas-là. Et donc, vous avez plusieurs exemples où on perd des identités qui devraient être manifestes mathématiquement, mais numériquement, elles partent à la trappe. Alors, comment faire si euh, ce genre de différence légère cause un problème? Eh ben, la solution, une fois de plus, c'est à partir de C23, vous pouvez utiliser les fonctions trigonométriques en demi-tour. Vous avez sin pi, qui n'est pas un sinus de pi fois x, mais qui est un sinus ouais, vraiment calculé sans représentation approchée de pi. Et puis, comme celles-là encore, elles sont dans la norme, mais les compilateurs sont à la ramasse, hein, utilisez les fonctions trigonométriques en degrés, comme chez tous les bons vieux compilateurs Fortran, celui de DEC, je crois, permettait de le faire. Et il y a quelques options, notamment chez GNU Fortran. Bon, ok. Euh, Arrondi, de conversion, de représentation, on peut quand même faire des sommes. Alors, vous reconnaissez la somme harmonique, on sait qu'elle est divergente, hein, lentement, logarithmiquement, avec une petite intervention de la constante de Euler-Mascheroni gamma. Et donc, quand on essaie de faire cette sommation sur 250 termes en demi-précision, ça nous donne 6,063. Et donc, une autre ruse, c'est de commencer la somme en partant des n grands pour avoir des 1 sur n petits qui s'ajoutent entre eux avant de les écraser par les grandes valeurs quand n est petit. Et donc, dès grand N égale 250, la somme montante n'est plus égale à la somme descendante. Et le résultat théorique de cette somme, obtenu par un développement asymptotique, correspond à la somme descendante. Donc, on sait qu'on a une méthode pour limiter la casse quand c'est possible, faire des sommes triées, quand dans ce cas-là, on a des sommes de positifs triés. Dès qu'on a 500 termes, la différence est très nettement perceptible. Et bon, en fait, après 1000 termes, la somme montante ne monte plus parce qu'on essaie d'ajouter des choses qui sont relativement trop petites.
les nombres en dessous de 1 millième ne contribuent plus en float de 16, ne contribuent plus à 7. Mais la somme descendante continue à se défendre si on la compare à la somme théorique. Et puis, elle finit elle aussi par saturer au niveau de 8000 termes, avec une erreur de 2% à peu près. Alors que, vous voyez en dessous, en float 32, ben on est extrêmement cohérent et même précis avec 32 000 termes pour lesquels ça ne veut plus rien dire en float de 16. Bon, on aimerait bien faire un peu mieux que des additions. Donc, il y a de l'arithmétique, hein, plus, moins, multiplier, diviser, les puissances entières. Il y a des opérations algébriques, hein, les racines énièmes, les puissances fractionnaires. Toutes les racines de polynômes sont des opérations algébriques. Les fonctions transcendantales élémentaires, l'exponentielle, log, sin, cos, puissance irrationnelle, toute la trigo. Et puis, les fonctions spéciales, sans fin. Mais là-dedans, l'arrondi correct n'est garanti par le standard que pour l'arithmétique et la racine carrée. Et là, si on essaie de faire des arrondis sur des fonctions transcendantes, eh ben, ça s'avère extrêmement coûteux parce que comme l'arrondi est une opération non linéaire, c'est-à-dire qu'il mélange des échelles distinctes et il déclenche des cascades, un peu comme l'effet papillon. Donc, vous pouvez regarder le papier de Zimmermann, hein, où il y a une présentation du fait que pour obtenir 16 chiffres, donc de la double précision sur ces deux exponentielles, on est obligé d'aller calculer au 32e chiffre pour aller trouver ce qui va déclencher l'arrondi dans un sens ou dans l'autre. Quand le dernier chiffre à arrondir est juste autour de 0,5 dans un sens ou dans l'autre. Donc, ça, c'est un problème pour toutes les fonctions. Et bon, ok, on a vu l'addition, il y a des problèmes, mais il y a des solutions. Les fonctions transcendantes, il y a des problèmes également. Exceptionnellement, cet exemple pour de la soustraction, je vais vous le faire en base 10, donc avec une mantise de 3 chiffres. Et la- on observe entre ces deux valeurs A et B une perte de chiffres significatifs, c'est-à-dire il n'y a plus qu'un chiffre significatif dans le résultat. Donc, c'est ce qu'on appelle une compensation, une cancellation, mais elle est bénigne parce qu'en fait, le résultat flottant est quand même le résultat exact. Par contre, si on essaie de faire la même différence avec les carrés qui sont extrêmement proches, alors là, le résultat ne veut plus rien dire. Il nous donne 0,1 alors que le résultat exact serait de 0,0667. Donc, 50% d'erreur relative du résultat, 333 units in the last place, aucun chiffre n'est correct, c'est ce qu'on appelle une compensation calamiteuse. On a perdu tout le sens du calcul. Donc la question c'est quand est-ce que ça arrive et combien de chiffres sont perdus. Bon, plus avec des carrés, il y aurait un risque d'overflow. Et donc ça nous incite à factoriser. Et là, bon, vous allez dire que l'exemple est bien choisi, mais une fois factorisé, le résultat tombe juste à nouveau. Et donc, ça nous donne un indice, ça nous donne une piste. Mais alors, si on parlait de compensation catastrophique, là, je vais vous donner un exemple de compensation maudite, parce que le polynôme à deux variables précédent, ça allait encore, on avait une forme factorisée, une identité remarquable, hein, mais Monsieur Rump nous a doté d'un polynôme de degré 8, plus une petite fraction rationnelle tout au bout, qui a le mauvais goût de ne pas donner de bons résultats. Quand vous l'évaluez en float, ça vous donne 10 à la puissance 29, moins 6 10 puissance 29.
En double, on perd 8 ordres de grandeur. En long double, le signe change et on perd encore 4 ordres de grandeur. En quadruple précision, on perd 17 ordres de grandeur supplémentaires et on reste en positif. Bon, il faut parler des FP16. Alors ceux-là servent à rien. Dès le début du calcul, c'est not a number. Et le résultat exact, il est quand même trouvable parce que finalement, c'est un polynôme essentiellement entier à un facteur un quart près. Puis la fraction rationnelle, vous la calculez après. Donc vous avez une expression rationnelle parfaitement simple. Et donc, le chiffre, le signe était pas bon sur les deux qui devaient être les plus précises. Et puis, on est 29 ordres de grandeur en dessous de l'évaluation sommaire. Alors, comment on peut s'en tirer? Donc, un autre exemple de calcul où ça peut mal se passer, c'est pour calculer de la variance et en fait tous les moments statistiques. Donc, une variance, c'est une différence de carré de somme et de somme de carré. Donc, le plus souvent, on procède en deux passes. D'abord, on fait une passe sur les données pour calculer la valeur moyenne et puis après, on calcule la différence des valeurs moins la valeur moyenne, le tout élevé au carré. Et là, ça permet de bien s'en tirer relativement, euh, parce que en TP, en licence maîtrise, on nous disait bien, ne faites jamais ça avec des flottes. Une autre solution, c'est, bon, on ne connaît pas la moyenne, mais on décale arbitrairement les données vers ce qui est une valeur moyenne probable et ça limite la casse pour une approche en une passe. Et sinon, pour être plus rigoureux, il y a l'algorithme de Welford en une passe, mais il prend une division par itération. Et bon, quand on regarde les calculs typiques en HPC, que ce soit un produit scalaire, un produit de convolution, une transformée de Fourier, un produit de matrice, tout ça, ce sont des sommes de simples produits. Donc, dans le fond, moralement, c'est quadratique. Et on s'attend à rencontrer des problèmes similaires à des différences de carré et de calcul de variance. Mais ici, dans ce cas-là, on ne peut pas utiliser l'astuce de factorisation de la différence de carré. Donc, les solutions qu'on a, c'est avoir recours à des précisions mixtes, c'est-à-dire faire des produits en double précision et puis les ajouter en simple. Ça peut se faire par le biais de la FMA, dont Adrien parlait, Fuse, Multiply and Accumulate. On peut s'en servir aussi pour extraire un produit exact ou combiner les produits avec des sommes compensées de Kahn ou d'autres. Il y a une littérature extrêmement foisonnante. Bon, il faut au moins rencontrer la somme compensée de Kahn une fois. Si on a besoin de plus fort, il y a des solutions spécialisées, mais c'est un bon début. Bon, je vois que je déborde un peu de mon temps, donc je vais évoquer rapidement le cas canonique euh, de calcul à ne pas faire naïvement. On se souvient tous de la formule du lycée avec b carré moins 4ac et ces formules délicieusement symétriques, x plus ou moins équivaut au moins b plus ou moins racine de delta sur 2a. En fait, on a deux risques de compensation calamiteuse. Celle sur le numérateur entre moins b et racine de delta, et celle-là, dans les bons cours de calcul numérique, vous apprenez à utiliser la forme conjuguée de l'expression x plus ou moins et à toujours avoir soit au numérateur euh, la somme quand b et racine de delta vont dans le même sens. Et puis, pour l'autre racine, eh ben, vous utilisez la propriété de produit de C sur A, qui est le produit des deux racines. Et donc, vous ne faites pas de recours à de la compensation calamiteuse entre un moins B et un racine de delta relativement proche qu'on soustrairait. Alors, il y a une autre compensation calamiteuse dans l'évaluation du discriminant, euh, qui joue dans une autre partie de l'espace des paramètres.
Et puis, il y a aussi plusieurs risques d'overflow. B carré, ça peut exploser, surtout en float. AC, ça peut exploser. B sur A et C sur B aussi. Et donc, ça nous amène à la formule de Middlebrook, hein. Donc, le papier ci-dessous, euh, qui réduit cette expression en fonction d'un seul paramètre qui résume tout le comportement des racines. Donc, c'est le paramètre Q égale racine de AC sur B. Et bon, à un signe de AC près qu'on encode dans la valeur sigma, vous pouvez évaluer les racines à partir de la fonction f, qui est une fonction d'une seule variable, grand Q. Et donc, la première racine, c'est b sur a fois f, et la deuxième, c'est enfin, moins b sur a fois f, et l'autre, c'est sur b fois 1 sur f. Et pour évaluer f, hein, si sigma est positif, eh ben, vous allez utiliser la ruse de factorisation de la différence de carré. Et si sigma égale moins 1, ben, on va se faire plaisir, on va prendre une FMA pour calculer vraiment précisément le carré de 2Q plus 1. Alors, Middlebrook appelle ça une formule de basse entropie parce que on a condensé toute l'information de la fonction dans un seul paramètre. Et donc, on a moins de pièces mobiles, c'est moins risqué. Et ça attire notre attention sur l'importance de l'analyse dimensionnelle, parce que comme vous pouvez le remarquer, Q, c'est un nombre qui est sans dimension. Donc, si vous attribuez des dimensions à A, B et C de sorte que Y égale AX carré plus BX plus C, ça vous donne une cohérence dimensionnelle, et donc ce nombre est sans dimension. Et ça nous incite avant tous nos calculs à faire ce qu'on faisait dans tous nos calculs d'ingénierie ou de physique ou de chimie. C'est isoler des paramètres d'échelle, les échelles caractéristiques du problème, et les séparer des paramètres de forme qui vont être des nombres purs, des nombres sans dimension, comme le nombre de Reynolds, la constante de structure fine et tant d'autres. Cette analyse dimensionnelle est un élément fondamental pour réduire l'entropie des formules. Et il y a souvent plusieurs manières de procéder à l'analyse dimensionnelle pour souligner différentes symétries du problème. Aussi essayer de limiter la complexité du calcul, même si l'objectif c'est de le faire précisément. On veut surtout ne pas perdre le sens, mais pas complexifier plus que nécessaire. Et aussi limiter les exceptions, les overflows et les underflows. Donc si la solution n'est pas représentable, par contre, enfin, dans ce cas-là, bon, bien sûr, les calculs intermédiaires sont autorisés à ne pas l'être. Mais euh, ce que nous permettent de voir souvent ces paramètres comme le nombre Q, c'est avoir des calculs intermédiaires qui n'introduisent pas d'exceptions spurieuses pour finir par représenter toutes les solutions représentables. C'est ça l'objectif. Et ce que permet de faire l'analyse dimensionnelle, c'est de ramener les valeurs autour de l'unité, ou idéalement en dessous des échelles caractéristiques du problème. Et comme vous avez autant de flottants représentés entre 1 et 2 que entre 2 et 4 et que entre 4 et 8, en fait, plus votre nombre flottant est petit, plus la densité de représentation autour de ce nombre est grande. Donc, en termes de résolution, on gagne à ramener les choses autour de l'unité. On gagne à faire cette analyse dimensionnelle. J'ai largement dépassé mon quota, donc je ne vais pas entrer dans le détail de formules qui, elles, sont de basse entropie, mais qui permettent de se concentrer sur des comportements asymptotiques de la formule et comment on peut éviter de perdre du sens quand on a des fonctions qui ne dépendent là plus que d'un seul paramètre, une fois les choses bien dimensionnées, sur un exemple de diffusion Compton, sur un calcul d'intérêt composé, on voit l'intérêt d'utiliser certaines fonctions qui sont dans la norme depuis longtemps, comme le log 1 plus x, et même si c'est pas disponible, vous trouvez dans l'article de Goldberg d'il y a 30 ans, une manière de le calculer précisément.
Bon, il dit qu'il reste au niveau de 5 epsilon machine si tout se passe bien. Je réserve cette partie pour l'école, mais l'idée c'était de présenter qu'il y a des calculs de géométrie qui sont intrinsèquement sensibles à des conditions extrêmes. Et en fait, hein, le problème dans ces cas-là vient du fait que de manière sous-jacente dans un calcul de géométrie, il y a souvent le calcul d'un déterminant, parfois dans des dimensions élevées, et que c'est des choses notoirement difficiles à calculer parce que c'est pas seulement des différences de carré, mais ça peut être des différences de puissance élevée. Et ça se voit dans le cas d'une dimension supplémentaire pour le volume du tétraèdre. Vous pouvez trouver des solutions factorisées euh, avec force sueur qui vous permettent de limiter la casse. Pour conclure, pour de bon, je vous parlerai un peu des dénormaux. Donc, on a vu qu'ils sont en dessous de 1,17 10 puissance moins 38 en simple précision, en dessous de 10 puissance moins 308 pour la double précision, et carrément en dessous, et seulement en dessous de 10-5 pour les FP16. En fait, tous les nombres entre 5,96 10-8 et 6 10-5 pour les FP16. Alors, à quoi ça sert? Ben, ça permet d'avoir un gradual underflow. Quand vous faites des différences de choses qui sont toutes petites et que vous tombez sur des choses qui sont non représentables, on perd la contrainte de représentation normale du flottant. Donc, le bit le plus significatif de la mantis, au lieu d'être celui codé en dur, devient glissant. Ça veut dire que l'électronique doit prendre ça en compte et ça ralentit beaucoup les calculs. Donc Pierre nous a gratifié d'une comparaison exhaustive de calculs de racines carrées entre plusieurs vecteurs de nombres avec des milliers d'éléments et le temps passé par élément dépend de la proportion des normaux qu'on a dans notre échantillon de nombres à calculer. Et vous voyez que quand on passe de aucun des normales à 100% des normaux, eh ben, on prend un facteur 100 dans la vue. Donc, les dénormaux, ça permet de limiter la casse dans des calculs un petit peu touchy, mais ça se fait à un prix qui est la plupart du temps pas conseillé. Comment on peut se retrouver avec des dénormaux dans notre programme? Ben, généralement, par différence de deux flottants quand on est au seuil du minimum représentable, mais là, normalement, on ne devrait jamais en avoir en double parce que imaginez que vous ayez du 10 puissance moins 308 dans votre double et que vous ayez à faire une soustraction avec un autre qui est pas loin de 10 puissance moins 308, c'est improbable. Mais Adrien nous a rappelé qu'on peut aussi accéder par des progressions géométriques décroissantes avec une raison inférieure à 1. Si on continue assez longtemps, ben, on commence à explorer tout le monde des dénormaux. Donc, deux pistes pour éviter les dénormaux et encore une opportunité de dire du mal des FP16 parce que franchement, si on se retrouve dès qu'on est en dessous de 6,09 10-5 à être 100 fois plus lent, on va pas aller loin. Je pense qu'il est souhaitable de conclure sur cette page de XKCD qui résume assez bien ce qu'on peut emporter à la sortie de ce séminaire. Si vous multipliez un truc pas précis par zéro, le résultat sera précis. Avez-vous des questions? Ah, alors, pourquoi les FP16 sont-ils utilisés? Euh, donc, c'est, on a deux architectures principalement utilisées, qui utilisent ça, qui les proposent en tout cas récemment les ARM, mais j'ai pas de pratique, donc du côté CPU, et beaucoup les FPU, les GPU qui, euh, pour faire des calculs de machine learning, font des calculs essentiellement d'arithmétique,
Bon, c'est vrai qu'on peut avoir des fonctions à l'issue de chaque couche de neurones qui soient un peu tarabiscotées, mais euh, en fait, la précision est pas tellement le nerf de la guerre. Bon, il y aurait de quoi débattre plus avant là-dessus, et je vous en parlerai au niveau de l'école. Les applications, c'est faire de l'algèbre linéaire avec des tensor cores de FP16 et faire des produits de matrice à répétition. Donc, quand ça prend 2 fois moins de place en mémoire et 2 fois moins de bandwidth, on gagne beaucoup à les utiliser. Hmm. Maintenant, voilà, l'argumentaire commercial de NVIDIA est très bien dans ce cas d'utilisation, pourquoi pas, mais faut pas imaginer qu'on va pouvoir s'en servir vraiment pour n'importe quoi. L'utilisation de nombres flottants dans une DFT. Comme dans une DFT, on a un produit de matrice sous-jacent, je vais dire, et si on évalue raisonnablement bien le, le sinus et cosinus de référence, bon, voilà, c'est pas la peine de. On va avoir une marge de l'ivrogne en le nombre d'étapes, une marge de l'ivrogne sur l'arrondi, parce que dans tous les produits matrices, vous avez une somme de produits, donc vous avez un arrondi au niveau de chaque produit, mais vous allez avoir une erreur en racine du nombre d'étapes élémentaires qui ont la taille du epsilon machine. Et donc, comme c'est assez limité en taille, euh, ça devrait avoir relativement peu d'impact. Mais je les ferai pas en FP16. Et oui, peut-être pour rebondir vite fait sur cette Mhm. histoire des normaux qui sortent des séries, enfin des multiplications en cascade. En fait, Mhm. ça peut avoir l'air d'un cas tordu, mais en vrai, n'importe quoi qui ressemble à une décroissance exponentielle va finir par atteindre les normaux à un moment, en fait, Absolument. C'est c'est un très inévitablement. très bon exemple. Donc oui, si on veut parler de solutions, ben, dans ces cas-là, soit on désactive sommairement le bit de contrôle de la FPU qui permet de tronquer tout ce qui arrive au niveau des nombres qui seraient des normaux. Euh, Il y a un registre de contrôle pour faire ça. Euh, merci pour la référence pour la DFT. Une solution élégante que j'ai vue aussi qui vient de milieu du traitement du signal et qui est plutôt adaptée à ces besoins-là, c'est Mm. d'ajouter un bruit aléatoire qui est supérieur au seuil de dénormalisation. D'accord. C'est élégant. S'il y a des cas où on peut pas les désactiver complètement parce qu'on en a besoin pour un autre calcul. Oui, 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 c'est le problème. Bon, alors j'ai pas évoqué l'arithmétique stochastique cette fois-ci, mais donc les registres de contrôle des FPU permettent de faire des choses assez intéressantes, de changer de mode d'arrondi, mais à chaque fois c'est extrêmement coûteux et dans un environnement multithread. J'ose pas imaginer les pertes en termes de contexte switching qu'on a quand on arrive sur un même cœur qui doit passer dans plusieurs états de FPU. Oui, là, en fait, faut piner les threads à des cœurs CPU parce que sinon, bah, on a réglé le cœur CPU sur lequel on est, mais le thread il peut migrer. Attends. Non, c'est pas ça. Non, c'est juste qu'il faut mettre le flag sur chaque thread. Après, l'OS va se charger de le propager. C'est bon, il n'y a pas besoin de Mm. piner. Mhm. Mais ce qui peut poser problème parce que de plus en plus souvent, les gens utilisent des modèles de programmation parallèles où ils ne créent pas eux-mêmes leurs threads en fait. OpenMP, Mm. TBB. Mm. Et donc Mm. finalement, si on crée pas les threads, bah, ça devient difficile de savoir à quel moment on peut intercepter l'initiation des threads pour placer cette configuration. Oui. Et, bon, donc aujourd'hui,
j'ai juste survolé quelques techniques d'autodéfense par rapport à des expressions qui tiennent dans la feuille, donc pas forcément les calculs un peu compliqués qu'on va avoir dans un programme de la vraie vie où il va y avoir des fonctions assez profondes et puis dispersées à travers tout le code. C'est des petites règles d'autodéfense simples, mais quand on est face à une configuration dans un état de quand il faut débugger un gros programme comme ça, mais le débugger numériquement, bon, il faudrait qu'on évoque toutes les solutions d'arithmétique stochastique, celles qui s'appuient sur Valgrind comme verrou, celles qu'on code en fournissant des types stochastiques, en modifiant son code comme cadenas. Euh, Vérifie Carlo également pour essayer justement d'introduire du bruit d'arrondi et voir l'impact que ça a au bout de la chaîne. Donc il y a beaucoup de solutions pour éprouver la robustesse du code. Et bon, ce que j'entendais suggérer dans le séminaire, c'est que on, on calcule pas avec de la haute précision forcément pour avoir 16 chiffres significatifs qui nous servent à rien. La mesure de physique la plus précise, elle est au niveau de 10-8. C'est tout juste si les floats peuvent pas la gérer. Mais le fait d'avoir 16 bits de précision, enfin 16 chiffres significatifs de précision en double précision, c'est juste pour avoir du mou, pour avoir la possibilité de perdre des bits d'information sans affecter le sens du calcul. Et c'est ça qu'il faut pas perdre de vue. En fait, c'est pas la précision pour la précision, c'est la précision pour la correction du résultat, que le résultat reste pertinent. Et s'il n'y a pas d'autres questions, je vais rendre le micro alors. Bon, bah, du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, comment dire, je pense que c'est donc, du Hmm. coup la fin du webinaire et Sébastien a tout enregistré, donc on pourra remettre ça sur l'Indico, je crois. Merci. Je vais mettre mes slides sur l'Indico aussi. Ok. Eh ben, merci à tous et puis merci aussi à Vincent.